L'inscription en ligne pour l'année scolaire 2017-2018 lancée. Cette opération qui débutera le 5 juillet prochain vise à renforcer la transparence et la célérité de la mise à disposition des informations au ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit également, au cours de cette opération, de moderniser et de démocratiser la gestion du système éducatif ivoirien. Chaque utilisateur de téléphonie mobile possédant un compte mobile créditeur peut faire également son paiement partout où il se trouve sur l'ensemble du territoire et même hors du territoire national. Je voudrais exhorter toute la communauté éducative à prendre toutes les mesures utiles pour la réussite de cette opération. L'inscription en ligne est l'une des réformes les plus importantes du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ces dernières années. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, tous les opérateurs des téléphonies mobiles sont sélectionnés pour mener à bien cette activité. L'exercice 2016-2017 a été jugé satisfaisant avec plus de 99,74% d'élèves inscrits. L'opération prendra fin le 7 septembre prochain. Village de Blocos dans la commune de Cocody. Ce samedi 1er juillet 2017, il est 9h. Des jeunes en pleine activité de nettoyage. À l'aide de balais, pelles, râteaux, brouettes, ces étudiants réunis au sein du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et le leadership africain Revilla ramassent les ordures et autres déchets dans les rues et sur la belle lagunaire. Prendre soin de l'environnement coûte cher, ne rien faire coûte encore plus cher. Il appartient à nous qui sommes jeunes de participer et de prendre une part active à toutes les actions du gouvernement pour pouvoir améliorer le quotidien de nos populations. Alors nous sommes tout à fait disposés à accompagner, à accomplir de tels actes pour le bien-être de la population. Soutenu dans cet élan par l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, le Revilla affiche ainsi sa contribution à l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement ivoirien. La structure est donc encouragée dans son initiative. Blocos, qui est au bord de la lagune, a vraiment des difficultés pour assainir son bord de lagune. Et donc c'est une contribution des jeunes gens pour aider un peu nos parents de Blocos, qui souvent n'ont pas le matériel. Il semble que le travail est encore plus important parce que ce qu'il y a comme déchets à nettoyer est très important. Et certainement, la nation va s'impliquer avec des moyens conséquents. Nous avons vu les bords lagunaires qui sont très difficiles à traiter. Donc nous allons mettre en œuvre des moyens conséquents pour pouvoir donc assurer le traitement de ce bord lagunaire, qui n'est pas du tout un traitement ordinaire. L'opération Grand Ménage est un engagement national. Le premier samedi de chaque mois, les populations sont invitées à rendre leur cadre de vie propre. Pour permettre au Revilla de poursuivre ses activités, l'organisation estudiantine reçoit du matériel de salubrité. Après 2 faux départs et l'élimination de Kim Collins, puis Emmanuel Matadi, le 100 mètres du meeting Ligue de Diamant de Paris a été remporté par Ben Youssef Meïté. Le sprinter ivoirien s'est imposé en 9 secondes 99 centièmes devant le Cubain Junier Pérez, 10 secondes 5, et le Néerlandais Tourandi Martina, 10 secondes 23. Le Français Michael Meba Zézé a fini 6e en 10 secondes 36. Une grosse performance pour Meïté qui, depuis le début de la saison, a toujours échoué au pied des podiums malgré quelques chronos notables. Chez les dames, Marie-Josée Talou est montée sur la 2e marche du podium. Une régularité déconcertante au très haut niveau pour la jeune ivoirienne. Malgré un départ très moyen, Hélène Thompson, actuellement intouchable, a dominé le 100 mètres du meeting Ligue de Diamant de Paris samedi. La Jamaïcaine s'est imposée en 10 secondes 91 devant l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, 10 secondes 96, et la Nigériane Blessing Okagbare, 11 secondes 9. Muriel Aoré a terminé au pied du podium, 4e en 11 secondes 10. Que se passe-t-il avec le décret anti-immigration?
C'est l'une des mesures les plus controversées de son mandat. Le deuxième décret anti-immigration de Donald Trump est partiellement entré en vigueur le jeudi 29 juin. La décision de la Cour suprême, elle, était déjà tombée 3 jours avant, c'est-à-dire le lundi 26 juin. Il s'agit d'un deuxième texte, une nouvelle version moins restrictive. La première avait été suspendue en février par un juge fédéral. Selon le président américain Donald Trump, elle devrait donner le temps au département de la sécurité intérieure, au département d'État et au directeur du renseignement national de revoir ses procédures de vérification et d'admission des nouveaux entrants. Que contient ce décret anti-immigration? Le décret présidentiel interdit l'entrée sur le sol américain pendant 90 jours aux voyageurs de 6 pays à majorité musulmane: l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Cependant, la Cour suprême a décidé que les personnes pouvant attester d'une relation de bonne foi avec des personnes ou des entités présentes aux États-Unis sont exemptées de cette interdiction. Exemple de personnes admises: un salarié recruté par une entreprise locale, un étudiant admis dans une université américaine ou les personnes rendant visite à des membres de leur famille proche. Le décret interdit aussi l'entrée des réfugiés du reste du monde pendant 120 jours. Le décret place aussi la barre du nombre d'admissions de réfugiés maximale à 50 000 pour l'année 2017, bien moins que le plafond de 110 000 personnes établi par Barack Obama. Le décret demande la création d'un processus unique de contrôle des personnes entrant aux États-Unis. Le décret suspend le Visa Interview Waiver Program qui permet au personnel consulaire d'exempter certains requérants des entretiens en face-à-face en cas de renouvellement de leur visa temporaire. Comment Donald Trump a-t-il réussi à faire entrer en vigueur ce décret anti-immigration? C'est une véritable bataille de procédure qui s'est engagée autour du décret anti-immigration. La première version du décret est signée le 27 janvier 2017. Son application interdisant aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane l'accès au territoire américain. Suite à la plainte des États de Washington et du Minnesota, le décret est suspendu le 3 février par le juge Ropar du tribunal de Seattle. Le département d'État restaure près de 60 000 visas qu'il avait révoqués. Le département américain de la justice fait appel de la décision. La cour d'appel de Los Angeles rejette la requête. La colère du président américain ne se fera pas attendre. Bad people are very happy. Les méchants sont très contents, a réagi Donald Trump sur sa page Twitter. Après ce revers, Donald Trump propose un nouveau décret plus facile à défendre. La version amendée est signée le 6 mars et doit entrer en vigueur le 16 mars. Mais la veille, c'est-à-dire le 15 mars, le juge fédéral de l'État d'Hawaï suspend à son tour le décret pour l'ensemble du pays. Donald Trump arrache enfin la victoire du 26 juin de la deuxième version de son texte devant la plus haute autorité judiciaire du pays. Pourquoi l'entrée en vigueur de cette loi est-elle si controversée? Selon l'administration américaine, mes grands-parents, petits-enfants, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, fiancés, beaux-frères et belles-sœurs sont exclus. Malgré les précisions des juges de la Cour suprême, un flou persiste quant à la définition de famille proche. Les juges n'ont pas défini non plus avec précision ce qu'ils entendent par relation de bonne foi. Le décret peut-il encore être remis en question par la justice? Le clap de fin du feuilleton n'est pas donné. Le texte sera examiné en profondeur par les plus hauts magistrats du pays. Ces derniers entendront les arguments de l'administration Trump. La session est prévue au mois d'octobre. La période d'application des 90 jours d'interdiction d'entrée sur le territoire visant spécifiquement 6 pays à majorité musulmane aura d'ici là expiré.